Bonjour à tous, bienvenue sur cette émission d'Entre Jeux Studio. On est en compagnie de Léo et de d'une grande partie de l'équipe d'Entre Jeux. Hello, hello. Salut. On est ravis de vous retrouver en plein festival de Cannes. Et oui, notre caméraman numéro 2. En festival de Cannes qui est très actif après ces 2 ans de pause. Et il y a beaucoup de chaleur et Léo va continuer à la faire monter un petit peu avec son prochain projet chez Mythic Games. Je te laisse la parole. Oui, alors merci déjà d'être nombreux. Voilà, vous êtes venus en force carrément. Pas être intimidé. Mais c'est vrai que ça fait plaisir ce salon et c'est vrai que ça fait plaisir de revoir les gens, d'avoir toutes ces questions, ça fait super plaisir. Et en effet, on a du nouveau à annoncer avec ce projet-là qui est notre premier projet Kickstarter de l'année, notre premier gros projet, quelque chose sur lequel on a énormément travaillé. Ça s'appelle Anastir. C'est à la base un univers qui a été créé par Paolo Parente. Alors vous connaissez sans doute Paolo Parente, c'est un illustrateur connu de Magic, mais c'est également un illustrateur de confrontation. Il travaille. Il a fait des happenings sur son Vicide avec des boîtes à faire. Voilà, exactement. Et donc il a conçu cet univers, nous l'avons récupéré. Nous lui avons donné la direction artistique et donc on a développé cet univers. On est parti d'abord de l'univers et puis ensuite on a travaillé aussi sur un concept de jeu un peu original qui change un peu de ce qu'on voit habituellement, c'est-à-dire ça ne sera pas un énième, alors pas que ce soit une critique mais il y en a eu beaucoup, narratif ou voilà, dungeon crawler. Là c'est un peu différent. Alors peux-tu nous dire en quoi va se différencier Anastir par rapport à tous les projets que vous avez fait il y a quelques années maintenant? Eh bien, la différence déjà, c'est que on s'inspire un petit peu des beat'em up des années 90, les Streets of Rage, Final Fight, ou plus précisément dans ce cas-là, Golden Axe. Mon cœur saigne. La Mega Drive. C'est ça. Il faut le dire. Donc c'est-à-dire que comme dans ce type de jeu, il va y avoir, c'est un jeu axé au départ sur la baston, même s'il y aura quand même de la narration, puisqu'il va y avoir une grande quête, les gens vont partir en quête. Alors, je pourrais vous parler de l'univers, il est très fouillé. On a d'ailleurs Mathieu Gabory qui travaille dessus, qui a travaillé aussi sur elle, donc des gens qui ont l'habitude d'écrire et de faire un univers. Donc il n'y aura pas, contrairement à ces jeux beat'em up où c'est un peu de la génération spontanée de monstres sans vraiment d'importance, là il y aura vraiment une histoire derrière tout ça, une quête à accomplir. On joue des héros puissants et comme dans ces beat'em up, il y a beaucoup de bastons, on doit éliminer beaucoup d'ennemis, il y a des combos qui sont possibles. Comme dans Golden Axe, on peut rencontrer des montures selon les environnements qu'on traverse, essayer de les dompter, les monter, et ce sera possible dans le jeu, tout ça. Et justement, comme on l'a vu sur la vitrine de Mythic Games, où il y avait un magnifique diorama, on voit un énorme plateau où il y a un mouvement qui est clairement imprimé, avec le fond en plus du décor qui te donne l'impression d'être dans un paysage. Ça va se passer que comme ça? C'est un jeu où on part toujours vers l'avant et on rentre et on bourrine à fond? Ça va être un peu ça, c'est-à-dire qu'on part dans une quête, les héros, en fait Anastir c'est le nom d'une reine qui au départ était gentille et qui s'est tournée du côté obscur, donc c'est une sorcière, on l'appelle la reine des dragons, et il y a une menace qui plane sur le monde. Et donc ils vont partir déjà pour essayer de récupérer des morceaux d'un objet, donc déjà je vous en dis un petit peu, et ensuite pour aller affronter Anastir. Et avant d'y arriver, ils vont traverser toutes sortes de paysages et d'environnements. Chaque fois qu'on est dans un environnement, on aura des tuiles propres à cet environnement et avec du scrolling comme dans les jeux vidéo, c'est-à-dire que si on a éliminé tous les ennemis qui se trouvent sur la gauche du plateau, on retire ce plateau, on fait glisser, scroller le plateau et on en rajoute un autre à droite. Voilà. Et donc il va y avoir du scroll de personnages qui vont arriver. Alors il y aura de la baston, mais il n'y aura pas que ça, il y aura aussi parfois, de toute façon il y aura de la narration, donc il y aura des choses à faire, des missions à accomplir en fonction de ça. Et ça va continuer à scroller. Et tu as parlé de la frise. On est en fait dans un diorama, on va être plongé à chaque environnement, on pourra mettre une frise et donc ça se passera de gauche à droite et ça va progresser entre les ennemis de niveau 1, niveau 2, niveau 3. Il y aura des boss aussi qu'on rencontrera vers la fin, très puissants, qui auront des faiblesses qu'on pourra découvrir avant de les rencontrer. Donc si on a percé certaines de leurs faiblesses, le combat final sera plus facile. Donc Mythic Games vient d'innover en inventant le premier jeu à jouer assis à côté de sa table. Exactement. Pour regarder à plat. Alors, on jouera, c'est un jeu coop, on jouera de 1 à 4.
Jusqu'à 3, il n'y a aucun problème pour être face à l'écran. À 4, peut-être en se mettant 2 d'un côté et 2 de l'autre. Et sinon, on a aussi prévu qu'on puisse jouer sans la frise. À ce moment-là, on joue de chaque côté, face à face. Voilà. Mais en effet, le meilleur moyen d'être vraiment immergé, c'est de jouer face à l'écran et de voir le paysage qui défile devant vos yeux, les créatures. Comme les vieux jeux qui voilà, c'est ça. C'est ça. Street of Rage. Street of Rage, exactement. Il y a une main qui fait go, go, go comme ça. Zone suivante. Alors, est-ce qu'on part aussi avec un principe d'évolution de tes personnages à type jeu de rôlesque, on monte en compétence? Complètement. Alors déjà, l'univers, c'est vrai que je n'ai pas décrit l'univers, mais il est très riche. Hein, et tout a été conçu comme dans un jeu de rôle. Et le jeu, on peut jouer soit on a envie de se faire une partie entre potes un soir, on prend n'importe quel scénario, on le joue, et puis voilà. Les scénarios sont équilibrés, c'est pas toujours facile, même si on joue des personnages puissants. Soit on joue dans le mode campagne, et là on commence du début, on se fait son groupe de personnages. Dans un scénario, on a un certain nombre de personnages disponibles. Si on en perd trop, on a perdu le scénario. Si les personnages perdent, ils ne sont pas morts. Ils sont hors de combat pour le prochain scénario. Donc on est pénalisé, on ne pourra pas les jouer. Ils seront dans la caravane parce qu'il y a une caravane qui nous accompagne. Et entre deux aventures, on peut aller dans... C'est une ville, en fait. Une ville qui se déplace à dos de dinosaures et tout ça. Et donc, ils pourront faire un tas de choses. Mais on peut aussi jouer donc en mode campagne. Et si on joue en mode campagne, on a son deck de personnages. Et... entre deux scénarios, on peut le faire progresser. Et donc, on va rajouter des cartes, remplacer certaines cartes par des nouvelles. Et au fur et à mesure de la campagne, le personnage devient de plus en plus puissant. Est-ce que, entre guillemets, il y a un côté un peu legacy, au sens où, je sais pas comment on fait avec des enveloppes ou un paquet de cartes, on va en chercher pour en récupérer suivant ce qui va se passer dans la campagne, pour modifier un peu le jeu suivant qu'on ait perdu ou réussi un scénario, genre de... Alors, effectivement, en fonction de la réussite ou de l'échec du scénario, il y a des choses qui vont se passer, il y aura des choix à faire, il y aura des révélations aussi même par rapport à l'univers, c'est-à-dire que les gens qui vont jouer la campagne, ils vont comprendre certains des secrets du monde et même des secrets des personnages. Il y aura en effet des cartes qui seront propres aux personnages qu'on pourra découvrir à certains moments, mais on ne peut pas parler vraiment d'un jeu legacy parce qu'on veut qu'il y ait une grosse rejouabilité. C'est-à-dire que même si vous avez joué la campagne, vous pourrez recommencer. Pourquoi? Parce que déjà, en fonction des personnages que vous jouez, ils sont tellement différents que la partie ne se passera pas de la même façon. Et même les monstres qui sont, ou les créatures, les seigneurs de guerre, les boss, etc., ils sont liés à ces environnements. La façon dont ils apparaissent, la façon de générer sera jamais la même d'une partie à l'autre. Donc, les scénarios se dérouleront pas de la même façon. Vous pourrez les rejouer. Donc, on n'a pas voulu faire un jeu, on joue la campagne une fois et puis c'est terminé. Voilà. Est-ce que tu aurais une petite exclusivité, comme tu adores en avoir sur notre studio, sur quelque chose que l'on n'a pas forcément vu ou pas forcément entendu par rapport au jeu, comme des mécaniques d'emboîtement, des mécaniques de... Je vois que tu m'orientes un petit peu, légèrement. Ok, alors, effectivement, et c'est vrai que c'est la première fois qu'on en parle vraiment, vous connaissez Golden Axe, vous savez que dans Golden Axe, les personnages rencontrent parfois, ils vont monter des montures, des sortes de dinosaures ou de créatures un petit peu. Eh bien, dans le jeu, les montures ont une grande importance. C'est-à-dire que on pourra monter des chevaux, mais on pourra rencontrer d'autres créatures dans les environnements qui sont sauvages. On peut essayer de les dompter et ensuite de les monter. Et chaque héros aura deux figurines, une figurine à pied et une figurine montée, en fait, qui pourra aller sur n'importe quelle monture et avec un système d'aimant. C'est-à-dire que vous prenez la figurine, vous la mettez et hop, ça clipse et vous avez sa figurine montée. Donc vous changez, vous le retirez, vous le remettez sur un autre, ça marche. Vous prenez un autre personnage, ça marche pour toutes les montures. Et les montures, il y en aura toutes sortes. Il y aura des raptors, des tigres à dents de sabre, des chevaux et plein d'autres. Ah, ça promet du lourd. Ouais. Ça, c'est vraiment... et ça marche très bien, hein. On peut l'essayer, vous l'avez vu. On aura sûrement les images de toute façon là qui passent. Voilà, c'était vraiment nickel. Ça sera en direct. Donc c'est un jeu qu'il va clairement falloir peindre pour rentrer à fond. Ah oui, parce que là on est... Alors l'univers, en quelques mots, ça se passe
entre l'engloutissement d'Atlantide et le grand déluge qui allait recouvrir le monde. On joue à l'emplacement du bassin méditerranéen avant qu'il devienne une mer. Et donc il y a des jungles, il y a des marais, il y a des tas de peuples, plutôt des peuples nomades. C'est pour ça qu'il y a cette caravane qui fait le tour du monde connu. Alors il y a certaines créatures fantastiques qui existent et qui ont tout ce monde-là a sans doute inspiré les mythes, nos mythes à nous, puisque ça se passe dans un temps très très ancien et oublié. Voilà, donc il y a vraiment cette ambiance heroic fantasy, barbarian fantasy, et évidemment peindre les figurines, ça permet d'entrer vraiment dans le jeu. Surtout que c'est peut-être parmi les plus belles figurines. On a profité de l'évolution technologique qu'il y a à chaque fois. Là, il y a ces innovations. Donc, les trois innovations, c'est le scrolling. Alors, ça peut exister dans certains jeux, mais pas aussi marqué que dans celui-ci. La frise qui vous plonge complètement, qui transforme votre plateau en diorama. Et puis, les figurines aimantées qui vont vraiment permettre une modularité incroyable et esthétique. C'est-à-dire que même si vous les avez peintes, vos figurines, ça marchera. On ne verra pas l'aimant parce qu'il sera recouvert par le cavalier. Donc, ce sera vraiment esthétique. En plus d'être plein d'actions, c'est un jeu à combo. Hein, quand on joue ces actions de combat, on joue avec des cartes et des dés. Chaque personnage a son deck unique et chaque personnage a des combos qu'il peut réaliser. Donc si on joue telle attaque d'abord, de telle couleur, puis telle attaque, on place les cartes sous son plateau et quand on a débloqué une combo, immédiatement elle s'active et elle fait un gros effet. Et en plus de ça, chaque personnage a ce qu'on appelle une furie. Donc quand ils produisent des dégâts, des effets, il y a un petit compteur de furie. Quand la furie est débloquée, vous avez une grosse... je le dis, voilà. Ces jeux-là. Très bien. Et du coup, quand est-ce qu'on peut espérer retrouver ce jeu sur Kickstarter? Alors, on n'a pas encore annoncé la date, mais c'est très bientôt. Voilà, on a dit que ce serait deuxième trimestre. Voilà, et allez, je vais vous dire, ça sera plutôt début du deuxième trimestre que fin du deuxième trimestre, c'est-à-dire avril, mai ou juin, mais bon... Plutôt avril. On est presque en mars, non? Plutôt avril. Mais ça arrive très bientôt, ça arrive très très bientôt. Après le 5. Mais avant le 7. Après 18 heures. Merci à vous. Cette présentation et ces exclusivités. On Merci a à hâte de pouvoir y jouer et de vous le présenter à tous après notre Eh bien, sentier d'experts. Si vous voulez, je vous donne rendez-vous. On essaye le jeu, comme ça vous verrez. Parce que vraiment, il a été énormément testé. Et j'ai hâte de vous le montrer. Donc, Probablement dans le studio Mythic Games. Voilà. Il fera sans doute un peu meilleur qu'ici. Un peu plus silencieux. Mais du coup, je vous remercie à tous de nous avoir suivis. Merci Léo pour de Merci nous à avoir vous accordé du tous. temps. Merci à tous d'être présents et de nous suivre et de nous encourager. On est très heureux et on espère que ce genre d'information vous plaît. Et nous, en tout cas, ça nous plaît. À très bientôt tout le monde. Salut!